vous allez découvrir pourquoi certains scientifiques pensent que les loups-garous pourraient bien avoir existé. Non, je ne plaisante pas. Et attendez de connaître l'histoire de ce roi grec qui a littéralement donné naissance au mythe le plus terrifiant de l'humanité. Mais ce qui va vous choquer, c'est ce que la science moderne révèle sur ces transformations supposées impossibles. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler pourquoi les loups-garous fascinent encore autant aujourd'hui et comment Hollywood a complètement transformé notre perception de ces créatures légendaires. Imaginez-vous seul dans une forêt, par une nuit de pleine lune. Les arbres craquent, le vent siffle entre les branches. Et soudain, vous entendez un hurlement qui vous glace le sang. Ce n'est ni celui d'un loup ordinaire, ni celui d'un homme. C'est quelque chose entre les deux, quelque chose qui défie toute logique. Bienvenue dans l'univers fascinant et terrifiant du loup-garou. Cette créature mythique qui hante nos cauchemars depuis des millénaires. Le loup-garou, ou lycanthrope si vous préférez le terme scientifique, représente l'une des peurs les plus ancestrales de l'humanité. Celle de la perte de contrôle, de la transformation de l'homme civilisé en bête sauvage. Mais d'où vient cette obsession pour ces créatures mi-homme mi-loup qui se transforment sous la lumière de la pleine lune? L'histoire est bien plus complexe et surprenante que vous ne l'imaginez. Tout commence dans la Grèce antique, il y a plus de 2500 ans. Les premières mentions de lycanthropes apparaissent déjà au 5e siècle avant notre ère, rapportées par nul autre qu'Hérodote, le père de l'histoire. Mais la légende fondatrice, celle qui va marquer à jamais notre imaginaire collectif, nous vient d'Ovide et de son récit du roi Lycaon. Cette histoire est absolument fascinante et révèle beaucoup sur la psychologie humaine de l'époque. Lycaon était un roi d'Arcadie, réputé pour sa cruauté et son impiété. Un jour, Zeus décide de visiter la Terre déguisé en simple mortel pour tester l'hospitalité des hommes. Il arrive chez Lycaon qui, sceptique quant à la nature divine de son invité, décide de le mettre à l'épreuve de la manière la plus horrible qui soit. Il tue son propre fils, le découpe en morceaux et le sert en repas à Zeus. L'horreur est monumentale. Zeus, fou de rage, ressuscite l'enfant et transforme le roi impie en loup, le condamnant à errer éternellement sous cette forme bestiale. Cette punition divine marque la naissance du mythe du loup-garou, directement lié au cannibalisme et à la transgression des lois divines et humaines. Cette origine grecque est fondamentale, car elle établit les bases psychologiques du mythe. Le loup-garou n'est pas seulement une créature fantastique, c'est la manifestation de nos peurs les plus profondes concernant la nature humaine. La peur de perdre notre humanité, retourner à l'état sauvage, de céder à nos instincts les plus primitifs. Cette angoisse traverse les cultures et les époques, expliquant pourquoi le mythe du loup-garou s'est répandu bien au-delà de la Grèce antique. Au Moyen-Âge, les choses prennent une tournure encore plus sombre. L'Europe traverse des périodes difficiles, marquées par des hivers rigoureux, des famines et une présence massive des loups dans les forêts. Les chroniques de l'époque regorgent de témoignages sur des hommes-loups qui terrorisent les campagnes. Mais attention, il ne s'agit plus vraiment de mythologie. Les gens y croient dur comme fer. Certains vont même jusqu'à avouer être des loups-garous. L'affaire Pierre Burgot et Michel Verdun, survenue en France au XVIe siècle, illustre parfaitement cette hystérie collective. Ces deux hommes ont avoué s'être transformés en loups grâce à un onguent magique fourni par le diable lui-même. Ils prétendaient avoir dévoré plusieurs enfants sous leur forme bestiale. Bien évidemment, ils ont fini brûlés sur le bûcher. Aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire qu'il s'agissait probablement de malades mentaux ou de personnes sous l'influence de substances hallucinogènes. Mais à l'époque, ces affaires alimentent la terreur populaire. Alors si vous trouvez cette histoire captivante et que vous voulez découvrir d'autres mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, vous ne regretterez pas. Ce qui est passionnant, c'est de constater comment chaque culture a développé sa propre version du loup-garou. En Irlande, on raconte l'histoire des habitants d'Ossory, maudits par Saint Natalis et condamnés à se transformer en loup durant la fête de Yule. En Bretagne, le bisclaveret prend une forme différente, plus proche d'un cheval-loup. En Amérique du Nord, les Premières Nations algonquiennes parlent du Wendigo, cette créature cannibale associée à l'hiver et à la famine. Et le Wendigo, j'en parlerai très prochainement dans une autre vidéo. Partout dans le monde, on retrouve cette même angoisse fondamentale, déclinée selon les spécificités culturelles locales. Mais alors, comment fonctionne exactement cette transformation légendaire? Les caractéristiques du loup-garou ont évolué au fil des siècles, mais certains éléments restent constants. La transformation se déclenche généralement durant la nuit, particulièrement lors des pleines lunes. Le processus est décrit comme extrêmement douloureux, l'homme perdant progressivement sa forme humaine pour adopter celle d'un loup gigantesque. Le témoignage parle d'une créature mi-homme, mi-loup, avec un front monosourcil, une gueule énorme garnie de crocs acérés et un corps entièrement recouvert de poils. Ce qui rend la transformation encore plus terrifiante, c'est la perte totale de conscience humaine. Le loup-garou ne contrôle plus ses actions, guidé uniquement par ses instincts de prédateur. Il chasse, tue et dévore tout ce qui croise son chemin, particulièrement les enfants et les personnes vulnérables. Au matin,
quand il reprend forme humaine, il ne garde aucun souvenir de ses actes, se réveillant nu au milieu des bois, avec seulement le goût métallique du sang dans la bouche. Cette description correspond étrangement à certains troubles psychiatriques réels. La lycanthropie clinique, reconnue par la médecine moderne, désigne un délire où le patient est convaincu de se transformer en animal. Les symptômes incluent des hallucinations, une agressivité extrême et parfois même des comportements cannibales. Certains chercheurs établissent un lien entre ces épisodes et la consommation d'ergot de seigle, un champignon hallucinogène qui contaminait parfois les récoltes au Moyen-Âge. D'autres théories scientifiques tentent d'expliquer rationnellement les récits de loup-garou. L'hypertrichose, une maladie génétique rare qui propose une pilosité excessive sur tout le corps, pourrait avoir donné naissance à certaines légendes. De même, la rage, transmise par morsure et provoquant une agressivité incontrôlable, correspond aux descriptions de la lycanthropie. Ces explications médicales n'enlèvent rien à la fascination du mythe. Elles l'enrichissent en montrant comment l'imaginaire humain transforme la réalité. La France médiévale connaît une véritable épidémie de lycanthropie. Entre 1520 et 1630, on recense plus de 30 000 cas présumés de loup-garou. La plus célèbre de ces affaires reste celle de la bête du Gévaudan, cette créature mystérieuse qui terrorise la région entre 1764 et 1767. Officiellement, il s'agit d'un loup de taille exceptionnelle, mais les témoignages décrivent un animal aux caractéristiques inhabituelles, marchant parfois sur ses pattes arrière et semblant doué d'une intelligence quasi humaine. L'Église catholique joue un rôle crucial dans la diabolisation du mythe. Les loups-garous deviennent des créatures démoniaques résultant d'un pacte avec Satan. Cette interprétation religieuse justifie les persécutions massives et les bûchers. Paradoxalement, certains saints sont associés aux loups, comme saint François d'Assise qui apprivoise le loup de Goubion. Cette ambivalence révèle la complexité du rapport entre christianisme et monde sauvage. Le XIXe siècle marque un tournant décisif dans l'évolution du mythe. Avec les progrès de la science et de la médecine, la lycanthropie bascule du domaine religieux vers celui de la psychiatrie. Les aliénistes commencent à étudier ce trouble du comportement, cherchant des explications rationnelles au délire lycanthropique. Cette approche scientifique n'élimine pas le mythe, elle le transforme. C'est également à cette époque que la littérature gothique s'empare du loup-garou. Les romans de l'époque explorent la dualité de la nature humaine, thème cher aux romantiques. Le loup-garou devient une métaphore de nos instincts refoulés, de notre part d'ombre que la civilisation tente de masquer. Cette évolution littéraire prépare l'arrivée du mythe dans la culture populaire moderne. Le XXe siècle révolutionne complètement notre perception du loup-garou grâce au cinéma. Hollywood transforme cette créature horrifiante en icône de l'horreur, mais aussi en héros romantique. Les films d'épouvante des années 1940 établissent les codes visuels que nous connaissons aujourd'hui. La transformation spectaculaire sous la pleine lune, les effets spéciaux impressionnants, la quête tragique de guérison. Plus récemment, des œuvres comme Twilight ou Teen Wolf ont complètement réinventé le mythe, transformant le loup-garou en personnage séduisant et torturé. Cette évolution reflète notre rapport moderne à la sauvagerie. Nous ne la craignons plus autant, nous la romantisons. Le loup-garou contemporain est souvent représenté comme écologiste, protecteur de la nature, loin de l'image du monstre cannibale d'autrefois. Pourquoi ce mythe continue-t-il de nous fasciner après tant de siècles? La réponse réside probablement dans notre rapport ambivalent à notre propre nature. Nous vivons dans des sociétés ultra-civilisées qui nous éloignent de plus en plus de nos instincts primitifs. Le loup-garou représente cette part sauvage que nous avons perdue, cette force brute que nous admirons secrètement tant en la redoutant. Dans notre époque moderne, marquée par la crise écologique et la déconnexion avec la nature, le loup-garou incarne également notre nostalgie d'un monde plus authentique. Il symbolise la réconciliation possible entre humanité et animalité, entre civilisation et sauvagerie. Cette dimension écologique explique en partie pourquoi les nouveaux loups-garous sont souvent représentés comme des gardiens de l'environnement. Le mythe du loup-garou nous révèle finalement beaucoup sur nous-mêmes et sur nos peurs collectives. Il évolue avec notre société, reflétant nos angoisses du moment tout en conservant son pouvoir fascinant. Que ce soit comme créature démoniaque du Moyen-Âge ou comme héros romantique contemporain, le loup-garou continue de nous questionner sur les limites de notre humanité. Cette persistance extraordinaire du mythe, à travers les millénaires, prouve sa valeur anthropologique fondamentale. Le loup-garou n'est pas seulement une histoire que l'on raconte pour faire peur aux enfants, c'est un miroir de l'âme humaine qui révèle nos contradictions les plus profondes. Entre fascination et répulsion, entre civilisation et sauvagerie, entre contrôle et abandon, il incarne toutes nos ambivalences. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la pleine lune, souvenez-vous que quelque part dans le monde, quelqu'un lève aussi les yeux vers elle en pensant au loup-garou. Et peut-être, juste peut-être, ressentirez-vous aussi cet appel mystérieux de la nature sauvage qui sommeille en chacun de nous.